Abel Gance, après une vie bien remplie par le cinéma, avec des phases très heureuses, des moments extraordinaires et des périodes beaucoup moins heureuses, qu'est-ce que le cinéma représente pour vous? Est-ce que c'est un art? Le cinéma représente pour moi une de ces aventures qui correspond un peu à ce que sont les aventures des hommes qu'on veut mettre dans les fusées. Ils ne savent pas où ils iront. Ils le font parce qu'ils sont attirés par des espaces nouveaux, par des inconnus, mais en vérité, ils ne savent pas du tout ce qu'ils verront, ce qu'ils feront. Le cinéma, pour moi, est toujours une inconnue, une île inconnue où je voudrais aborder, mais où des écueils sans nombre m'empêchent d'arriver. Par conséquent, j'en déduis que le cinéma, pour moi, n'est pas encore le cinéma. Je pense qu'il le deviendra, mais pour moi, le cinéma actuellement est un commerce, comme un commerce de lait, de vin, de pétrole, et qu'il reste commerce jusqu'à ce que des artistes soient assez puissants pour en faire un art, ce qu'ils devraient être. Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans votre carrière où vous avez eu l'impression d'être suffisamment libre, indépendant pour faire ce que vous vouliez vraiment À, accomplir au cinéma? à de très rares moments, c'est-à-dire quand j'ai eu la chance de connaître un homme comme Charles Pathé, qui pour moi était le plus grand homme du cinéma, et le père Gaumont également, les deux seules notabilités dans cette profession que depuis 50 ans j'ai pu côtoyer. Charles Pathé, qui était un commerçant, qui n'avait pas de sens artistique profond, avait cependant une très grande intuition de ce que le cinéma devait être, et vis-à-vis d'artistes comme moi, il n'y avait pas eu malheureusement beaucoup à cette époque-là qui l'ont approché, il me laissait faire complètement sans s'occuper de ce que je ferais. Quand je demandais à Charles Pathé, Monsieur Pathé, voulez-vous lire ce scénario pour me dire votre avis? Il me répondait, faites votre film, mon petit Gans. Moi, je ne suis pas un artiste. Si moi je vous donnais mon avis, il serait peut-être mauvais. Or, je ne veux pas vous influencer. Quand que le public dira que vos films sont mauvais, je m'en apercevrai. Mais je vous prie, faites votre film comme vous le concevez. Je n'ai pas besoin de le lire. Et des hommes comme ça sont rares, dites-vous. Oh, ils sont pas rares, ils sont uniques. Je n'en ai pas connu depuis Pathé. Alors vous avez l'impression qu'actuellement le cinéma se perd un peu dans le commerce, dans la fabrication? Il se perd parce que les producteurs, en général, sous prétexte qu'ils détiennent les clés de l'argent, veulent absolument être à la fois critiques, auteurs, je dirais presque acteurs, puisqu'ils veulent choisir leur distribution, et que tout est faussé à la base, si bien qu'un film, lorsqu'il arrive dans le studio, n'est plus que l'ombre et le squelette de ce qu'il aurait été si réellement l'artiste avait pu le traiter. Et ces nouveaux producteurs, ou c'est plutôt ces nouveaux metteurs en scène qui essayent de faire des films bon marché, est-ce qu'ils réussissent, à votre avis, à être assez indépendants? Ils le sont davantage, dans une petite mesure, trop petite mesure, étant donné que les moyens leur sont très limités, et qu'ils jouent sur une vague actuelle qui est plutôt un peu décevante parce qu'elle se répète trop, qu'elle joue sur le striptease, qu'elle joue sur des sentiments Des valeurs assez ambiguës parfois. ambigus et équivoques, et par conséquent, là, ils se sont mis eux-mêmes un frein à leurs possibilités. Mais je considère cependant qu'il y a dans cette nouvelle vague des gens de valeur qui, s'ils s'aiguillent sur un chemin meilleur, pourront faire de grandes choses dans l'avenir. À l'origine, lorsque vous avez commencé à faire du cinéma à Belgance, je pense que vous désiriez surtout écrire. Est-ce que ça n'était pas votre première idée? Oui, ma première idée était que la lettre était plus importante que le mot prononcé et que, au moins, si on avait mis sur une page blanche quelques pensées, elles risquaient d'être encore vivantes après votre mort. En somme, c'est pourquoi on écrit, c'est pour que ce qu'on pense reste plus longtemps. Or, le cinéma, dans cette acception, était possible, mais quand j'ai vu la façon dont il évoluait, je me suis dit que le cinéma n'était bon que pour l'instant et qu'il ne pouvait pas vivre dans le temps tant qu'il ne serait mu par les moteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Je voulais donc écrire, après tout de même avoir regardé le cinéma naissant d'un peu près, et malheureusement,
le métier d'écrivain, surtout le métier de poète, n'est pas très payant. Avec la vie difficile que j'avais quand j'étais jeune, je n'ai pas réussi à vivre de ma plume, si l'on peut dire, et je me suis orienté un peu à contre-cœur dans une profession à vrai dire, que personne ne connaissait à ce moment-là, mais où je pensais que je pourrais tirer quelques avantages pécuniaires. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai commencé par faire du cinéma comme un esclave qui est engagé pour faire une besogne et qui n'attache pas d'importance à cette besogne. Je dois dire que très peu de temps après être entré dans ce Moloch, dans cette gueule de Moloch, si grande que je ne voyais que les dents, je me suis aperçu qu'il y avait là une machine à fabriquer le rêve formidable, extraordinaire, et qu'il se pourrait bien que tout ce que j'avais en moi à expliquer, à exprimer, pourrait passer par cette machine. Et c'était mes débuts au cinéma. Et là, vous avez cherché justement un nouveau langage pour exprimer vos rêves, comme vous dites, car vous êtes surtout poète. Et je pense à ce premier grand film, celui qui vous a fait connaître en Amérique, en tout cas, en France, bien sûr, J'accuse. Oui, mais J'accuse n'était qu'un aboutissant à une longue période de préparation. Je ne dirais pas que je préparais J'accuse de loin, je n'en savais rien, puisque j'ai commencé à faire du film en 1907, et en vendant des scénarios, notamment à la Société Gaumont, des quantités de scénarios que j'écrivais en une demi-heure, qui s'appelaient Paganini, Un tragique amour de Mona Lisa, qui s'appelait La légende de l'arc-en-ciel, Un clair de lune sur Richelieu, toutes idées romantiques en général, dont la plupart n'ont pas été tournées, dont quelques-unes ont été tournées à cette époque-là avec succès. C'était des films qui ne faisaient pas plus de 300 mètres, ou de 500 mètres, ou de 600 mètres, mais je n'avais pas encore touché je n'étais pas rentré dans cette machine moi-même. Je la regardais, j'écrivais, parce que chaque fois, chaque scénario me rapportait 50 francs, 100 francs, 200 francs, 300 francs, ce qui était une fortune. C'était les films silencieux, c'était l'époque où les films étaient courts encore. Oui, il est très curieux de parler à une génération comme la vôtre, mademoiselle, et de penser qu'il y a plus de distance entre le début du cinéma et aujourd'hui qu'il y en a eu pendant 10 siècles entre la naissance, la renaissance du français à Malherbe et le 19e siècle. C'est très curieux comment la vie va si vite qu'aujourd'hui, on oublie presque déjà ce qu'ont été les origines du cinéma il y a seulement 50 ans. C'est incroyable. Mais enfin, ce cinéma d'il y a 50 ans devrait être connu de tous, parce que c'est incroyable. Cette puissance énorme qu'il est devenu est tout de même partie de quelques hommes. Nous n'étions pas tellement nombreux au départ. Nous étions peut-être 30 ou 40 dans le monde à faire du film, enfin du film un tout petit peu intéressant. Et tout ça est complètement oublié parce que la vie quotidienne balaye complètement les années de la création de ce qu'on voudrait appeler le 7e art, qui le deviendra, qui ne l'est pas, mais qui cependant a pris une extension énorme sur tous les marchés du monde. Mais ce qu'il devait y avoir de passionnant pour vous, justement, ces hommes qui avaient été les pionniers du cinéma, c'est que tout était à découvrir, tout était à inventer dans Absolument. le cinéma. Alors je dois dire que les vraies satisfactions que j'ai eues personnellement, ça a été dans ces créations inattendues, insolites, de chaque plan. On disait, à cette époque-là, enfin aux environs de 1911, 12, il faut voir les acteurs au moins jusqu'aux genoux, en général en pied. Il faut le soleil devant les acteurs pour bien les éclairer. Il faut de l'action. Il faut qu'on comprenne ce qu'ils disent, mais très peu, le moins de sous-titres possible. Et c'est bien que le cinéma était une image d'Épinal, une image d'Épinal sans couleur d'ailleurs, et sans beaucoup de relief et un peu sans plate. relief et plate, etc. Alors quand il a fallu, quand nous avons, nous, et je dirais peut-être moi en particulier, apporté, alors en tout cas moi le premier en Europe, le très gros plan, le travelling, cela a fait scandale d'ailleurs, votre gros plan a fait scandale à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Parce que vous montriez le visage de très près. Oui, je me demandais tout le temps pourquoi on n'approchait pas les appareils plus près. Je disais, mais enfin,
un visage, c'est un paysage aussi intéressant que le Grand Canyon. Et pourquoi ne verrait-on pas sur les traits de quelqu'un de près ce qu'il pense? Parce que si on doit essayer de voir à 15 mètres ce qu'il pense, il est impossible. D'ailleurs, personne ne pensait au cinéma à ce moment-là, je dois vous dire. Ce qui économisait les gros plans dans la plupart des films imbéciles qu'on tournait. Et après le scandale des gros plans, si je peux dire, il y a eu aussi le scandale de ces foules, vraies foules, non pas seulement figurants, que vous avez amené dans J'accuse, ce film sur la guerre. Vous accusiez la guerre. Oui, on peut dire, scandale, c'est peut-être un mot un peu gros, mais cependant, je dois dire que, ayant vu mourir la plupart de mes amis pendant la guerre, ayant été réformé moi-même parce que j'avais été mobilisé dans une section de gaz asphyxiant où j'avais failli mourir moi-même, j'avais pris en exécration cette catastrophe qui était la guerre à cette époque-là, où ce qu'il y avait de mieux dans notre pays disparaissait tous les jours. Et j'avais décidé pendant la guerre, vers la dernière année de la guerre, de faire un film, quoi qu'il puisse m'en coûter, qui lutterait pour essayer d'arrêter la guerre. Je me leurrais parce que aucune presse, aucun écrit, c'était le moment où Barbus écrivait Le Feu, ne pouvait arrêter cette descente redoutable de l'humanité vers la catastrophe de la guerre. Cependant, j'avais pris ce parti et j'avais commencé J'accuse. Pour faire J'accuse, je ne voulais pas de figurants. Je voulais des soldats qui étaient au front et qui revenaient du front. Et comme les scènes importantes de J'accuse, ce sont les morts qui reviennent, qui se lèvent de leur tombeau, pour savoir si leur mort a vraiment servi à quelque chose, j'avais demandé à ces hommes qui revenaient du front de jouer ces scènes. Ces hommes qui revenaient du front repartaient quelques jours après. Ils savaient donc très bien qu'ils étaient en quelque sorte les acteurs réels et les morts réels qu'on verrait dans la suite du film. Et cela conférait au film une sorte de grandeur que je n'ai pas pu retrouver parce que c'est absolument inoubliable l'aspect de ces gens qui, sachant qu'ils allaient mourir, jouaient les morts de ce qu'ils allaient être, avec cette espèce de mémoire de l'avenir que donnait cette affreuse éventualité. Revenons alors à cette période d'après-guerre où vous avez à ce moment-là fait un autre film qui vous a coûté beaucoup de mal et qui reste encore pour tous ceux qui se plongent dans l'histoire du cinéma un modèle, La Roue. Vous avez mis en scène le rail, en somme l'histoire du rail, et qui je crois d'ailleurs sert encore de modèle à l'école cinématographique de Moscou quand on veut faire étudier aux élèves le montage. Donc là encore vous avez innové, je crois, au point de vue montage. Peut-être, parce que quand j'ai traité La Roue, je me suis aperçu qu'il fallait objectivement avoir un sujet objectif, c'est-à-dire un sujet dont les éléments seraient mouvants. Je me suis dit quel plus bel élément puis-je avoir qu'une locomotive, qu'un train, que des rails, des signaux, enfin tous objets qui à cette époque sont apparus sous un jour très cinéma. Et puis alors il faut avoir aussi une tragédie qui corresponde à cette tragédie objective, une tragédie interne qui soit un peu ce que Édipe était pour Sophocle, c'est-à-dire une tragédie qui soit parallèle à l'autre. Et c'est pourquoi j'ai conçu La Roue avec une tragédie objective et une tragédie subjective qui suivait l'autre de très près, enfin avec un rail subjectif et un rail objectif. Et La Roue se décomposait en deux symphonies, une symphonie noire qui était le monde du rail, la suie, la fumée. Hélas, bientôt, hélas, peut-être pas, non, mais enfin, nous ne serons peut-être bientôt plus que c'était, puisque maintenant les locomotives électriques nous enlèvent cette impression. Mais j'ai voulu donc faire une symphonie noire et une symphonie blanche, quand mon mécanicien Sisyphe est blessé aux yeux
par un jet de vapeur et qu'il est obligé de conduire un petit funiculaire dans la neige. Et alors toute la seconde partie était une symphonie blanche qui se passait dans le blanc, dans la neige et dans le haut d'une montagne, au col de Vosa notamment. Si bien que j'avais donc des bases très sérieuses, très saines pour faire cette tragédie. Et je me suis dit, avec le mouvement, je vais essayer de trouver une formule cinématographique, rythmique, qui accentue, qui nous donne ces impressions que nous avons dans certains rêves, et que nous avons aussi dans la réalité, mais plutôt même dans les rêves, où les choses vont si vite qu'elles nous happent, elles nous hantent, elles ne nous laissent plus. Et j'ai fait donc les montages de la roue, comme par exemple la mort d'Élie, qui est le fils de Sisyphe, et qui, agrippé à une pente de rocher, à la seconde où il va mourir, il ne peut plus attendre, nous attendons, nous, public. On croit qu'on va le sauver, quelqu'un accourt, la femme qu'il aime va le sauver, elle arrive, mais au moment où elle arrive, il lâche. Et pendant la seconde où il lâche, il voit toute sa vie défiler en un mètre de film. C'est-à-dire toutes les scènes que nous avons vues vont avec une rapidité tellement folle qu'elles sont à peine visibles, elles sont d'autant plus sensibles que nous les voyons, nous les sentons plus que nous les voyons. C'est des montages précipités qu'on n'a jamais plus fait d'ailleurs dans le cinéma depuis, ainsi que l'emballement de la locomotive et différentes autres actions de montage qui m'ont plu énormément à cette époque et qui ont eu réellement un retentissement sur l'évolution technique du cinéma. Et après ce film, vous vous êtes attaqué alors à, non pas seulement à un sujet, mais à une personnalité, à un homme, à cette immense figure de l'histoire du monde, celle de Napoléon. Est-ce que vous voulez nous parler dans quelles conditions vous avez préparé Napoléon et dans quelles conditions vous avez tourné ce chef-d'œuvre? Et surtout ce film qui a été le précurseur d'un tas d'autres techniques du cinéma. Napoléon, pour moi, j'ai toujours considéré Napoléon comme un paroxysme dans son époque, et son époque était elle-même un paroxysme dans le temps. Il suivait de très près la Révolution, il en avait épousé les idées, et c'est un homme qui a essayé de maîtriser la Révolution et de la conduire dans le sens où il croyait qu'elle serait utile. Plus tard, il y a eu déviationnisme de sa part. Mais tout de même, pendant une certaine période, celle de mon premier film, il a les idées de la Révolution qui font un vent, qui souffle un vent gigantesque derrière les plis de son manteau et qui le pousse. Or, la façon dont je crois j'avais arrangé ce film, nous sentions la Révolution qui le propulsait. Et cette force énorme que j'avais essayé de rendre avec objective, des vagues, avec des tempêtes. Et puis surtout avec les grands conventionnels, avec Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just, que je jouais moi-même, oui. Avait donné le cadre, la force, la dynamite, le tremplin qui poussait Napoléon qui poussait Bonaparte vers les idées de liberté de la Révolution française. Et c'est pourquoi j'avais choisi ce sujet, pensant qu'il pourrait être utile à la fois à nos pays et aux idées européennes que Bonaparte avait à ce moment-là. Parce que ce que les gens ne savent pas, quand ils parlent de Napoléon, ils voient un monsieur qui a la main dans son gilet, qui a une tabatière, qui est devenu un autocrate. Ils ne savent pas que cet homme-là pensait que la destinée du monde devait tenir dans une fusion de l'Europe, de toutes les nationalités de l'Europe, avec suppression des frontières, et qu'il était beaucoup plus pacifique qu'on ne s'imagine. En tout cas, dans ce film, les comédiens et les acteurs n'avaient pas l'air d'être en cire, et la reconstitution historique, qui quelquefois est tellement figée, cette fois est très vivante. Est-ce que ce n'est pas dans ce film qu'il y a eu des vrais blessés à chacune de vos scènes? On ne fait pas de bataille sans blessés, c'est sûr, et qu'on a beau les imiter, en les imitant, on fait des blessés assez sérieux. Nous avons eu 150 déclarations d'assurance de blessés à cette époque-là. Mais enfin, ce sont des détails, en somme, des détails, puisqu'il n'y a pas eu de mort. Mais ce que je crois pouvoir dire sur Napoléon à cette époque-là, c'est que c'est dans ce film que sont apparues deux inventions principales, dont l'une s'appelle le grand écran et l'autre la polyvision,
qui est une formule d'utilisation du grand écran. Et c'était en 1920. 1926. Et ça n'a été exploité et ça n'a vraiment ressurgi que 30 ans plus tard. Oui, 30 ans plus tard, avec Cinérama, qui a fait la même formule que moi, c'est-à-dire 3 appareils de prise de vue et 3 appareils de projection. Est-ce que vous aviez pris un brevet de... Bien sûr, mais mes brevets sont tombés en désuétude parce que beaucoup de temps s'était passé, qu'entre-temps j'avais été très riche et très pauvre, enfin j'ai eu beaucoup de diagrammes comme ça dans ma vie, et que je n'avais pas pu payer les annuités, et que de toute façon, je ne pouvais plus me défendre au bout de tant d'années. Donc l'idée était absolument nouvelle, elle avait saisi la foule et le public, mais comment se fait-il que les producteurs n'aient pas essayé d'utiliser Parce votre... que le cinéma à ce moment-là avait commercialement gagné assez d'argent avec ses formules normales, et que ce nouveau procédé, dans les parties triptyques de Napoléon, demandait une installation supplémentaire de projection qui gênait l'exploitation courante. Or, les triptyques, le grand écran, étaient projetés dans la plupart des grandes villes du monde. Vous me disiez vous-même qu'il avait été passé à Montréal, Oui. ce que j'ignorais, et avec un succès énorme. Moi, j'étais à Berlin pour la présentation de Napoléon devant Stresemann. C'était inouï le succès qu'il y a eu à Rome, à Londres et partout. Mais cependant, la métro métro Goldwyn qui avait acheté le film, l'a enfermé dans un coffre parce qu'elle a estimé que de sortir le grand écran à cette époque-là, c'était aller à l'encontre de ses intérêts qui marchaient très bien avec l'écran normal, d'où 25 ou 30 années d'esclavage, de prison. Et on a attendu en somme la menace de la télévision sur le cinéma pour ressortir une idée comme celle-là. C'est cela, c'est Chrétien, le docteur Chrétien, qui est le professeur Chrétien, qui ayant vu Napoléon à l'opéra, m'ayant écrit une lettre absolument enthousiaste, mais m'ayant dit, à partir de maintenant, je vais chercher un moyen qui permettrait de serrer sur une seule pellicule, par anamorphose, une partie de ce qu'on voit dans cet énorme écran. Et en effet, le cinémascope est né de la présentation de l'opéra. Chrétien m'a envoyé plusieurs lettres à ce sujet. Je n'en ai pas eu de bénéfice, puisque le cinémascope est parti en Amérique par une autre voie, et que le Cinérama a surgi sans que jamais je n'ai touché ni un centime, ni même un compliment. Eh bien, il est bien juste qu'on vous rende tout de même hommage en passant ici à notre émission. Merci. Abel Gans, je voudrais maintenant que vous nous parliez du présent. Je veux dire, vous venez de terminer un film, Austerlitz, qui se trouve en quelque sorte à 30 ans de distance, à être un peu la suite de ce Napoléon. Oui, c'est la suite différente, comme technique d'abord, et comme forme d'écriture. J'ai traité là un Napoléon d'une façon plus humaine, moins lyrique, moins épique, mais en m'approchant davantage du personnage, en le montrant sous son aspect tout à fait intime d'une part, sous son génie politique et son génie militaire. Et je crois que le film, qui est tourné en cinémascope, vous y revoilà. je me retrouve, aura, je le crois, je le pense, un grand succès, quoique j'ai été en régression sur ma propre technique, n'ayant pas pu utiliser de loin mon esprit inventif, parce que commercialement, je n'avais pas le temps ni les moyens suffisants pour... Et là, on touche encore ce que vous disiez au début, les limites du cinéma, le fait que, ayant des idées, étant créateur, vous ne pouvez pas toujours réaliser et accomplir ce que vous voudriez au cinéma. Vous savez, Chantecler a un très joli mot à la fin. La faisane lui dit, vous voyez, vous faites lever le soleil. Il répond, tout s'y croit, maintenant que je n'y crois plus. Il est évident que maintenant, je jouis d'une notoriété internationale assez grande, que les gens attendent ce que je fais, et que j'ai eu tellement de déceptions, tellement de désillusions, tellement d'amertume dans cette profession, que je suis obligé de faire un gros effort pour reprendre l'énergie, de croire encore dans ce que je croyais un art. On m'a, pendant 15 ans, on m'a tellement abîmé mon idéalisme, tellement obligé d'obéir à des servitudes commerciales de bas aloi,
que j'ai perdu une partie de cette foi. Et cependant, je dois dire, il me reste assez pour que, ensuite à cet Austerlitz, qui je crois aura un grand succès, je puisse faire le film qui s'appelle Le Royaume de la Terre. C'est un film sur le côté bénéfique de l'ère atomique. Je crois, à tort ou à raison, que l'ère atomique va bouleverser les sociétés modernes. Que cette ère va apporter non seulement le côté confort, le côté agrément, mais va modifier complètement la structure des sociétés à un point tel qu'il n'est pas permis dans les romans fiction actuels, science-fiction, de voir le départ entre ce que ce sera et ce que ces écrivains disent. Est-ce que vous ne voulez pas, Abel Gans, en terminant, nous dire justement, vous venez de nous prouver que vous croyez toujours dans l'avenir et dans les hommes, malgré les déceptions que vous avez rencontrées, mais nous donner en quelque sorte des mots qui seraient peut-être l'essentiel de votre expérience. Vous voulez que je vous donne mon testament? Non, vous êtes bien vivant, Dieu merci. Vous me montrez ce livre dans lequel vous avez d'ailleurs écrit quelques-unes de vos pensées sur le cinéma. Eh bien, je m'excuse de lire, mais peut-être résume-t-elle ce que je voulais vous dire. À partir du moment où on dépasse la norme de notre profession, on est irrémédiablement condamné. Maintenant, pour vivre, je suis obligé de devenir un autre. Soit. Le meilleur de moi-même dort dans mes cartons. Il dormirait peut-être toujours, puisque je n'ai jamais pu faire mon grand film. Mais j'espère, après Austerlitz, le faire tout de même. Shakespeare et Nietzsche nous ont déjà appris qu'il y a bien des choses entre le ciel et la terre que les poètes sont les seuls à avoir rêvé. Et mes rêves, qu'ils le veuillent ou non, personne ne pourra me les brûler. Merci, Abel Gans.